poète Gabriele D'Annunzio fait preuve d'un nationalisme tout aussi véhément. Furieux de la faiblesse du gouvernement, il s'empare du port de Fiume, à la tête de sa propre milice composée de vétérans. Bien qu'une grande partie de sa population soit italienne, depuis la fin de la guerre, Fiume est rattaché à la nouvelle Yougoslavie. Une cession qui provoque la colère des nationalistes italiens. D'Annunzio prononce des harangues théâtrales depuis les balcons des immeubles et habille sa milice tout en noir, la couleur de la mort, des particularités que Mussolini s'empresse de copier. Les premiers à porter une chemise noire n'étaient pas des fascistes à proprement parler, mais des hommes qui ont participé à un épisode digne d'un opéra comique, l'occupation de Fiume par le grand poète Gabriele D'Annunzio. Ses partisans, baptisés les Arditi, c'est-à-dire les audacieux, étaient principalement d'anciens combattants des troupes d'assaut de la Première Guerre mondiale. Ce sont eux qui, les premiers, ont porté une chemise noire. Troupes d'élite, les Arditi avaient été formés pour lancer des attaques surprises sur les tranchées ennemies et étaient célèbres pour leur maîtrise du combat rapproché. Mussolini adore leur franchise et leur violence, le véritable esprit du fascisme selon lui. Vous représentez la jeunesse italienne, admirable et belliqueuse. L'éclair de vos poignards et le grondement de vos grenades régleront le compte de tous les misérables qui veulent empêcher l'avènement d'une Italie plus grande. Les Arditi portent une chemise noire, la couleur de la mort. Après que D'Annunzio retourne à la poésie, ils vont former la colonne vertébrale des propres groupes de choc du mouvement fasciste, les chemises noires. L'importance des chemises noires est due au fait qu'elles sont avant tout un groupe de combat. Le nom du mouvement fasciste est d'ailleurs « Faisceau de combat d'Italie » et les chemises noires sont fidèles à cet idéal. Ce sont des groupes créés pour les combats de rue et la violence. Lors d'une réunion de vétérans à Turin, Ettore Ovazza rejoint les chemises noires. Ettore Ovazza s'engage dans le mouvement fasciste. Il le considère comme un rassemblement de vétérans qui tentent de trouver un moyen d'empêcher la destruction du pays pour lequel ils se sont battus. Désormais membre des chemises noires, Ettore lui-même soutient les attaques fascistes contre ceux qui semblent vouloir détruire le pays qu'il aime. Car au lendemain de la guerre, les fascistes ne sont pas le principal danger menaçant l'État italien. En 1919 et 1920, la révolution socialiste paraît inévitable. Les grévistes occupent les usines, les paysans confisquent les fermes. Ces 2 années ont été baptisées les Biennio Rosso, les années rouges. Rien alors ne semble pouvoir arrêter la marche en avant des socialistes. En septembre 1920, un demi-million d'ouvriers des constructions mécaniques occupent 300 usines à Milan. Le phénomène gagne d'autres villes. Le gouvernement libéral semble paralysé face à un mouvement qui ne cesse de grandir. À ce moment-là, une révolution socialiste sur le modèle soviétique aurait pu réussir et se propager à travers toute l'Europe de l'Ouest. Les socialistes hésitent entre s'emparer du pouvoir par les urnes ou par les armes. Ils avaient un succès énorme sur le plan électoral, surtout au niveau local. Ils avaient remporté de grandes portions de l'Italie du centre et du nord, ce qui constituait une révolution en soi aux yeux des propriétaires terriens de ces régions. Aux élections de 1919, les socialistes deviennent le parti majoritaire au Parlement. Et quand les propriétaires des usines occupées finissent par proposer d'augmenter les salaires, les socialistes choisissent la voie réformiste et acceptent leur offre. Les fascistes, y compris Ettore Ovazza, se voient comme la première ligne de défense face à la menace socialiste.
Ettore Ovazza apporte sa contribution en participant à la destruction des bureaux des syndicats à Turin. Mais si le fascisme est bien représenté dans les villes, à la grande surprise de Mussolini, c'est dans les zones rurales du centre et du nord de l'Italie qu'il devient un véritable mouvement de masse. Dans ces plaines fertiles, les ouvriers agricoles et leurs familles vivent au sein de grandes fermes appelées cascine, où ils sont totalement dépendants du propriétaire. L'exploitation des terres est un travail long et pénible, et les paysans savent qu'une grève de quelques jours seulement suffirait à mettre à genoux les propriétaires terriens. C'est pourquoi ces derniers deviennent les alliés naturels des fascistes contre les socialistes qui veulent mettre sur pied des coopératives agricoles pour contrôler la terre. Mais les fascistes emportent aussi l'adhésion des 5 millions de paysans qui ont acheté de la terre pour la première fois quand les prix se sont effondrés après le début de la guerre. Beaucoup de ces nouveaux propriétaires n'étaient pas disposés à abandonner leurs terres aux révolutionnaires. Ce sont eux qui donnent naissance au fascisme, avec une grande partie de la classe moyenne qui voulait défendre sa propriété. Là encore, ce sont eux qui vont organiser les groupes paramilitaires antisocialistes, les squadristi. Leur tactique reposait essentiellement sur la violence. Quand la persuasion ou l'intimidation ne marchait pas, ils avaient recours à la force pour convaincre les gens de se détourner des syndicats et des ligues de paysans socialistes. Crémone, en Lombardie, est un des bastions de ce fascisme pur et dur. Roberto Farinacci en est l'un des dirigeants les plus impitoyables. Il a décidé de briser la Ligue des paysans socialistes, la Ligue rouge, dans le sud de la province, ainsi que la Ligue catholique radicale, la Ligue blanche, dans le nord. Quand les récoltes commencent à pourrir sur pied et que des fermes sont incendiées, les fascistes de Farinacci décident de détruire tant les organisations catholiques que socialistes. Et les escadrons de chemises noires du centre et du nord du pays ont un gros atout, leur mobilité. De plus en plus, ils suivaient un plan préétabli. Ils étaient organisés en petits groupes d'action avec le soutien des autorités régionales. Par exemple, ils circulaient très souvent à bord de camions appartenant à l'armée et que les garnisons locales leur louaient. Et parfois, ils s'organisaient d'une façon complètement militaire pour détruire les fondements de toute activité socialiste. À l'exception de la Russie, la violence politique n'existait pas en Europe avant la Première Guerre mondiale. L'idée de violence politique systématique est née juste après la guerre. Dans la majeure partie de l'Europe, cette nouvelle tendance s'est incarnée dans le fascisme, bien plus que dans tout autre mouvement, y compris le communisme. Les squadristi glorifient la violence pour la violence, qu'ils considèrent comme une manifestation de puissance purificatrice. Et il ne faut pas longtemps pour qu'ils aillent jusqu'à l'assassinat. Guido Miglioli écrit « Le premier martyr antifasciste de la région de Crémone fut Giuseppe Paoli, un paysan aimé et respecté par tous pour son zèle et son honnêteté. » Lasciatemi! Lasciatemi! No! 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 Ah! No! Dès la fin 1920, le fascisme est en marche en Italie. La devise des chemises noires est « Me ne frego », je m'en fous. Pour eux, la vie ne vaut rien, tout comme dans les tranchées. Et lorsque les socialistes battent les fascistes aux élections provinciales de Crémone en mai 1921, les attaques fascistes s'intensifient. Ce qu'ils n'ont pas obtenu par le bulletin de vote, ils s'en empareront par la force.
Une nouvelle fois, le dirigeant catholique Guido Milioli est passé à tabac. Parfois, les victimes des chemises noires sont simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. On peut se faire tuer parce qu'on porte un œillet, l'emblème du Parti socialiste. Mais souvent, les morts sont le fruit d'une campagne de terreur systématique. En décembre 1921, Attilio Boldori, vice-président socialiste du Conseil provincial, est enlevé par les fascistes de Farinacci, emmené dans une cascina et battu à mort sous les yeux des femmes et des enfants. Une leçon pour tous ceux qui s'opposent au fascisme. Dans les provinces du Nord, les chefs du mouvement comme Farinacci agissent entièrement à leur guise. Pour eux, le socialisme ne peut être éliminé que par la force. Farinacci ne bat pas les conseillers socialistes aux élections de Crémone, il prend simplement les mairies d'assaut. Une fois de plus, Guido Milioli est visé et son appartement incendié. Le gouvernement libéral proteste, mais fait preuve d'une insigne faiblesse.